Alors, Ron Seven a dit qu'en 2025, Donald Trump sera celui qui va être en charge de la branche exécutive. Voici le détail important sur lequel je n'ai pas insisté hier, qui est fondamental. Les États-Unis, il y a également 3 branches, n'est-ce pas? On connaît les 3 branches du gouvernement, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La branche exécutive, c'est celle qui comprend la plupart des agences fédérales, le bureau du président de la République pour exécuter, n'est-ce pas, les lois votées par les législateurs. Parlons de la Chambre des représentants, sénateurs et membres du Congrès, n'est-ce pas? Et il y a la Cour suprême pour l'autre branche, le judiciaire et toutes les différentes cours. Bref, n'oublions pas les lois militaires. Les lois militaires dont je vais maintenant parler, qui précèdent la Constitution américaine. Le fait que Ron Seven ait dit, et il a été très clair, que Donald Trump va reprendre le contrôle de Washington, en fait c'est ce qu'il disait, où il y a la branche exécutive, où il y a quoi en fait? La corporation, où il y a quoi? La ville étrangère. Washington est une ville étrangère. Je vais revenir aux différents décrets et ordres exécutifs de Donald Trump ici pour ce dont je veux parler ici. Ceci est important et on va finir avec le Yémen. Alors, donnez-moi un instant. Rappel important. Tout le monde doit comprendre toutes les lois et surtout tous les ordres exécutifs, surtout que Donald Trump a signé et qui décrivent particulièrement ce que l'opération militaire et surtout cette alliance mondiale sont en train de faire. Comprendre encore une fois les lois militaires et tous les décrets de Donald Trump qu'il a signés entre 2016 et 2020. C'est là qu'il faut, à la base, repartir et faire ses recherches pour comprendre cette histoire de continuité de gouvernement. Alors, en ce moment, les États-Unis ayant été attaqués, il faut savoir que les généraux ont choisi Donald Trump comme responsable, commandant en chef, donc, de la branche, quoi? Militaire. Et pourquoi je dis la branche militaire? Moi-même, ce n'est pas une des branches du gouvernement. On se calme. Les lois militaires précèdent la Constitution. Ce petit rappel est très important. Cela va nous amener à parler pas de dévolution, mais de COG, qui fait partie de dévolution, ok? Mais de la continuité du gouvernement. Alors, j'ai une petite vidéo qui résume tout ceci. Avant, permettez-moi également de faire un petit rappel. Donald Trump est le visage que tout le monde voit de cette opération militaire, encore une fois, sur la base de généraux qui participent à cette opération militaire avec une alliance mondiale. Je dis bien une alliance mondiale de généraux partout de par le monde.
le patriote américain Derrick Johnson, cet ancien militaire qui a été reçu par Donald Trump, d'ailleurs, a précisé que l'Alliance mondiale des généraux ont choisi Donald Trump et l'utilisent pour justement contre-attaquer contre, donc, je me répète un peu, le complexe militaire industriel. Donc c'est une contre-attaque. Donald Trump est le visage de cette alliance mondiale. Et il précise, selon ses recherches, fait les tiennes, que dans cette opération militaire des États-Unis, ils opèrent, eux, les militaires américains, avec cette alliance de généraux au niveau mondial. Et ils collaborent même avec le Conseil de sécurité de l'ONU et bien d'autres organisations dont on ne connaît même pas le nom. C'est ce qu'a rapporté le patriote américain Derrick Johnson, encore une fois, qui a été suivi par des millions d'Américains, qui a été reçu à Mar-a-Lago par Donald Trump. Ok? Rappel important ici. Il rappelle que Donald Trump est du bon côté du COG. COG, C-O-G, c'est ce qu'ils appellent la continuité du gouvernement. Continuity of Government. Un autre rappel important. Le 18 novembre 2022, tout le monde doit se rappeler que Donald Trump avait déclaré que s'ils veulent enquêter sur moi, Donald Trump, ils devront enquêter sur tous les présidents qui m'ont précédé immédiatement. Et vous vous souvenez tous de cette vidéo que j'avais faite quand Donald Trump, après son arrestation, a dit « ils ont ouvert la boîte de Pandore ». Qui se souvient de ces généraux quand Donald Trump a quitté la prison de la Géorgie? Vous vous souvenez quand il allait vers les journalistes, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Donald Trump l'a dit à l'humanité. Comme ils me poursuivent, nous devons maintenant poursuivre tout le monde. Comme Marie-Bernard dit, ils ont gâté l'affaire. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'aime bien ce que Youssef Amla le dit. Ça a fait jurisprudence. Résumons. Aussi, toutes les lois et tous les décrets utilisés ont été rédigés à 90% avant Donald Trump. Faisons la chronologie et le plan de la continuation du gouvernement. On va commencer par le décret 1-2-1-4-8. Ce décret 1248 a été signé par Jimmy Carter. C'est ce qu'on appelle la loi sur les urgences nationales de 1976. Il faut également comprendre la décomposition de la loi sur les urgences nationales, car les États-Unis sont, j'ai envie de dire, la plupart des nations de la planète, surtout de l'OTAN, depuis l'attaque du Cocovido, il faut que tout le monde comprenne ceci. Nous vivons tous sous un état d'urgence. Voici un point important. Souvenez-vous qu'il y a par exemple un président en France, pas choisi par le peuple, mais sélectionné en ce qui me concerne, par les 13 familles, qui avait dit « Nous sommes en guerre ». Quand il y a eu les mesures d'urgence après l'attaque biologique contre l'humanité avec le Cocovido, cela est un état d'urgence. Tout le monde doit comprendre ceci partout de par le monde. Donc, nous sommes en guerre. Le dire a une connotation négative, mais nous devons en prendre conscience. Nous sommes en guerre contre qui? Contre ceux qui créent les situations d'urgence. Il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Je fais ce rappel pour que les gens comprennent que ce n'est pas si complexe que ça, et de ne pas tout de suite se lancer quand ils entendent Juan Museveni dire Donald Trump va opérer en 2025 et que Biden ne sera plus celui qui va opérer
en 2025, mais il a dit quoi? La branche exécutive, car il s'agit de ce combat pour exposer justement cette branche exécutive et toutes les agences fédérales, cette branche exécutive que Donald Trump va maintenant opérer après que cette branche exécutive soit exposée, qui s'expose comme récemment avec l'attaque contre qui? Le Yémen. Le Yémen attaqué sans l'approbation du Congrès montre que les États-Unis ne fonctionnent plus, ne constituent pas quoi, une démocratie, car il y a un soi-disant président qui décide d'aller en guerre sans l'accord du peuple, pour ne pas dire l'accord du Congrès. Donc, il a violé la Constitution. C'est un acte de haute trahison. Quand est-ce qu'on attrape le voleur? Avant, pendant ou après le crime? C'est énorme. Pour tout cela, à parler du Yémen, du Yémen, du Yémen, tout ceci, en ce qui me concerne, fait partie de cette opération militaire extraordinaire. C'est du jamais vu. Les gens ne se rendent pas compte combien ceci est énorme. Du coup, Joe Biden attaque le Yémen sans le Congrès. Donc, aux États-Unis, on se demande bien ce qui se passe. What a time to be alive. Quelle époque pour être vivant. Il fallait le faire ainsi. Pas de guerre mondiale, mais la branche exécutive est en train d'être exposée. Le fils de celui qui est supposé être en charge de la branche exécutive est en train d'être pourchassé. Lui, il s'appelle quoi? Hunter. Le chasseur, c'est son nom. Hunter Biden. N'oubliez pas que 17 nous a dit panique à Washington, D.C., avec les photos de qui? De Barack Obama et de tous les responsables. Je vais être prudent ici. Et 17 nous a dit que les chasseurs seront pourchassés. Et le chasseur Hunter, ce nom n'était pas choisi par hasard, a fui la justice, a fui la représentante de la Géorgie, MTG, Marjorie Taylor Greene, qui devait le crucifier pour ses crimes et opérations de blanchiment d'argent, entre autres, auxquelles participe son père. Il y a tellement de choses simples en ce moment. La branche exécutive est en train d'être détruite et elle a un problème, cette branche exécutive, car Donald Trump est en charge de l'armée, des autres branches. Et surtout, il n'a pas concédé, donc il n'y a pas eu de transfert du code nucléaire. Il est le commandant en chef, raison pour laquelle les militaires ont tourné le dos à Joe Biden le jour de l'inauguration qui s'est passée avant midi. Un autre point important qui annule tous les décrets signés par qui? Joe Biden. Parce qu'il a fait son inauguration la plus bizarre au monde avant que Donald Trump ait fini son mandat à midi le 20 janvier 2021. Résumons. Nous devons donc comprendre toutes les lois et ordonnances qui décrivent cette opération militaire. Il faut toujours revenir au décret de Donald J. Trump, qui est le visage de l'opération militaire américaine. Et il opère avec une alliance de généraux mondiaux et le Conseil même de sécurité de l'ONU parmi de nombreuses autres entités. Il faut prendre en considération la loi de 1976 sur les urgences nationales. Je vais faire une capsule là-dessus. N'oublions pas également que le vieux bidonneau a prorogé. Il a, comment on dit ça?
il a signé, n'est-ce pas? Il a reconduit tous les décrets de Donald Trump et particulièrement le décret 13-848 qui l'incrimine et d'autres décrets dont l'objectif était d'amener devant la justice tous ceux, toutes celles qui ont commis des actes de haute trahison contre l'Amérique, tels que par exemple certifier une élection illégale. Car il y a eu objection de législateurs qui sont les représentants du peuple. Donc il y a eu la certification d'une élection qui n'est pas valide. Dès qu'il y a objection, il faut faire respecter l'article 3 de la Constitution que je vais retrouver ici, que j'avais mis ici quelque part. J'espère retrouver le code de la Constitution. Un petit instant, j'avais sorti ça de mon petit livre. Voilà. L'article 18 de la Constitution américaine. Code 2381. Vous pouvez tous aller faire la recherche. C'est celui-là. 18 US Code 2381. Alors, cet article a été violé par les membres de la Chambre, sénateurs et membres et les députés et tout ça. Ils ne devaient pas certifier l'élection. Pourquoi? Parce que selon cet article, donnez-moi une petite seconde, je vais traduire ça pour vous. C'est juste une improvisation que j'ai fait là rapidement, hein, pour répondre à ceux qui m'ont écrit et tout ça. Après mon intervention hier sur Radio La Voix de l'Afrique. Alors, les États-Unis. Oh non, non, pas ça. C'est pas ça. Un instant. Je vais être plus clair. Donnez-moi juste une petite seconde, ok? C'est un peu complexe ceci, mais je vais être plus clair. Donnez-moi une petite seconde. Je vais refaire ceci. Je vais faire une émission spéciale sur la continuité du gouvernement pour vous. Je vais faire une émission spéciale pour vous, ok? Alors, l'article 2381, pardon, de la Constitution, l'article 2381 de la Constitution américaine est celui qui concerne la trahison. La trahison commise aux États-Unis par tous les membres de la Chambre et les sénateurs, y compris l'ancien vice-président Mike Pence. C'est la raison pour laquelle ils se débattent comme ça. Ils n'ont pas d'issue parce que, n'oublions pas que bientôt il y a également l'audience publique qui va être, selon les derniers rapports diffusés sur YouTube de Donald Trump, concernant l'élection de 2020, concernant l'histoire du 6 janvier qui était loin d'être une insurrection, mais plutôt un coup monté, justement, de ces agents faisant partie de cette branche exécutive, les agences fédérales, le FBI, la CIA et leurs agents, qui ont empêché qu'il y ait objection ce 6 janvier 2021 pour que les voix, les electoral college vote, la voix du peuple, pour le dire ainsi, soient plutôt ramenées aux législateurs pour qu'ils fassent un nouveau décompte. Puisque cette objection n'a pas pu se faire, un acte de haute trahison a été commis. Alors, que dit la Constitution? Article 2381, trahison. Quiconque ayant prêté allégeance aux États-Unis, leur fait la guerre ou adhère à leurs ennemis, leur apportant aide et réconfort à l'intérieur des États-Unis ou ailleurs, est coupable de trahison et encourt la mort. Ou un emprisonnement d'au moins 5 ans et une amende en vertu du présent titre d'au moins 10 000 $. Il est également incapable d'occuper une fonction quelconque aux États-Unis. Tout ce qui se passe concerne l'affaire de 2020. Voilà pourquoi Donald Trump
à 2h, 3h du matin, heure de New York. Nous faisions ceci en live. Nous étions plus de 100 000 personnes. Nous étions tellement nombreux en direct sur mon ancienne page Mohamed Diallo Live qui fut censurée. Le soir de l'élection que nous avons vécu ensemble, Donald Trump a dit quoi? Nous les avons attrapés. Qui se souvient? Il a dit, nous les avons vus en tricher, nous étions en train de gagner. Et du coup, il y a eu une pause, ils ont fermé des bureaux de vote. Et du coup, tout a changé, alors que nous étions en train de gagner. Dès qu'il est sorti, il avait sa famille avec lui. Il a dit, ça c'est un moment historique. Historique, biblique. C'est l'affaire du siècle. Voilà pourquoi One Seven ne cesse de dire 2020, c'est pas encore fini. Les militaires sont au contrôle. Ce qui s'est passé au Yémen expose encore la branche exécutive. Alors, petite nuance importante. Qui a attaqué au Yémen? Selon vous, c'est l'armée des militaires américains ou le complexe militaire industriel? Dites-moi, qui a attaqué au Yémen? Ce sont les patriotes américains, c'est Space Force, ou c'est plutôt l'autre branche, celle qui obéit à qui? À la branche exécutive. C'est une guerre. Voilà pourquoi je dis, il faut compartimenter ce qui se passe, il ne faut pas généraliser. C'est une vraie guerre. J'essaie de résumer ici quelque chose de pas simple. Ce complexe militaire industriel qui a ses mercenaires. Il ne faut pas tout de suite se lancer et dire « les Américains ont attaqué, Joe Biden a attaqué ». Non, c'est le grand réveil. Ils ont des milices, ils ont des cellules dormantes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la guerre. Ils sont donc exposés partout. Les agences fédérales de la branche exécutive de Washington, la ville étrangère, la corporation, est exposée comme la corporation de l'Élysée, comme la corporation au Canada, comme la corporation à Londres, est exposée. Toutes ces soi-disant nations, tous ces gouvernements ne sont que des corporations, sont des entreprises. Voilà pourquoi il faut toujours ne pas négliger le fait qu'il ne s'agit pas d'élection, mais de sélection. Ce sont les entreprises, ok? Et les patriotes américains, selon mes observations, sont en train d'y remédier. Comme Angelina le dit, ils ne l'auront pas leur guerre. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Attaquer la Libye avec Kadhafi. Attaquer tous ceux, toutes celles qui s'opposent à leur plan sataniste, diabolique, de centralisation du tout, de contrôle du tout. Car, encore une fois, je vous dis, où que tu sois, qui que tu sois, il s'agit de la guerre, de la centralisation, du monopole contre la décentralisation, parlant de patriotisme. Que Dieu protège les États de l'Alliance du Sahel, que Dieu protège le général Abdourahmane Tiani au Niger, que Dieu protège Ibrahim Traoré au Burkina Faso, que Allah subhanahu wa ta'ala protège également Assimi Goïta et son gouvernement du côté du Mali, Vladimir Poutine, Donald Trump et partout de par le monde, tous les patriotes épris de vraie justice et de souveraineté. Parlons des décrets de Donald Trump. Concentrons-nous un peu. Je ne voulais pas faire ceci avant de parler du Yémen, mais je trouve que c'est nécessaire. Écoutons lui qui a été reçu par Donald Trump, qui a expliqué ce dont je parle à tous les patriotes américains. C'est lui, Derrick Johnson, dans ce petit résumé aujourd'hui. Excusez-moi. On écoute Derrick Johnson et je vais traduire. Il va résumer
des choses importantes concernant les décrets de Donald Trump, n'oublions pas, reconduits par qui? Joe Biden. Des nations étrangères, avec la participation de traîtres au sein de la nation américaine, ont attaqué les États-Unis en commettant un acte de haute trahison concernant l'élection du 3 novembre 2020. Cela constitue un acte de guerre. Cela donc implique tout de suite l'armée, dont celui qui est le commandant en chef est en charge, Donald Trump. What's up, y'all? Derek Johnson here. Look, I'm going to break down Executive Order 13848 because I Je vais parler du décret 13848, 848 de Donald Trump. think it's the most monumental piece of paper since the Declaration of Independence. C'est le document le plus important depuis celui de la déclaration de l'indépendance, ce décret de Donald Trump, 13848. On the federal government side of things, Pour ce qui est du côté du gouvernement, pour l'aspect de ce qui est fédéral. all right, you have to understand that national emergencies in executive orders were not supposed to be passed down from president to president. Il faut comprendre que les urgences nationales, l'état d'urgence et les décrets n'étaient pas supposés être passés de président en président. The whole point of a national emergency, L'objectif principal d'un ordre pour l'état d'urgence, pour déclarer l'état d'urgence, first off, is exactly what it says, a national emergency. c'est justement ce que cela dit, une urgence nationale, un état d'urgence national. An emergency, all right? National Cela veut dire urgence, urgence. emergencies and executive orders were not supposed to be drug out 20, 25, 30 years. Les décrets, les ordres exécutifs, donc, ne doivent pas être traînés sur des années et des années. Ce ne sont pas des choses qu'on traîne, qu'on répète, qu'on déclare, qu'on signe à tout moment, veut-il dire. Enfin, vous avez compris. All right, it's not what was intended. That shows you nothing but a federal corporation, which United Cela doit vous faire comprendre que seules des corporations peuvent continuer à étendre, à proroger ces décrets. States, the federal corporation, the Organic Act of 1871, put us under the crown. All right, the bar was established, British Accreditation Registry in 18. Tout cela est issu du bar, le British Accredited. Le bar, vous savez, hein, tous les avocats doivent passer le bar. Pour devenir avocat, vous devez passer le test du bar. OK? Donc, tout cela est issu, en fait, de ces lois maritimes, des lois de l'Empire britannique. 1870s, 1889, Stoutenberg versus Hennick outlines how D.C., District of Columbia, is a foreign territory. Tout cela, ces décrets, il continue à les écrire. Alors, donnez-moi, je cherche le mot « to extend ». C'est ça qui me fatigue, là. Attendez, il me faut ce mot-là d'abord, OK? Dans les commentaires, j'oublie, excusez-moi. To extend. Le mot correct. Prolonger. Mais c'est ça, c'est prolonger. Prolonger. Ouais, on peut dire étendre, mais prolonger, je préfère prolonger. Thank you. OK? Donc le fait d'étendre les décrets, ça ne se fait même pas normalement. Une extension, Fanny Lerayo, voilà ce que je cherchais. L'extension des décrets, ça ne doit même pas se faire dans un gouvernement. Seule une corporation peut le faire. OK, merci à vous. On y va. In 28 U.S. Code 3002, outlines Dans le code de la Constitution USC 3002, il y a ce qui suit. how the United States is a federal corporation. Il est clarifié que les États-Unis sont une corporation. All right? That is not a constitutional republic. Ce n'est pas une république constitutionnelle, c'est une corporation. So we've been living under a federal corporation for many, many, many years. Nous vivons sous une corporation depuis plusieurs années. It's not our fault. In one Et ce n'est pas notre faute. way, but we can clean it up, and that is what
what's taking place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, mais c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous sommes en train de faire le nettoyage. C'est exactement ce nettoyage-là qui est en train de se passer. So Executive Order 13848 declared a national emergency. Le décret de Donald Trump 13848 a permis de déclarer l'état d'urgence sur le plan national. It was for voter fraud. Et c'était pour la fraude électorale. All right, election interference. As C'était pour l'ingérence dans les élections. Boss Man says all the time, President Trump, election interference, election interference. Voilà pourquoi Donald Trump ne cessait de dire et de répéter ingérence dans les élections, ingérence dans les élections. Il vous le faisait savoir en le répétant plusieurs fois. He repeats it over and over on truth. All right, so you have to understand that this national emergency Au fait, qui se souvient des messages sur son compte officiel Trouve Social, Donald Trump, vous vous souvenez, quand il ne faisait que passer un message avec deux mots. Election interference. Ingérence des élections. OK? Le mot, la traduction correcte, OK? Pourquoi ne pas en profiter, OK? Il ne passait pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, OK? Donc c'est ingérence électorale, ingérence dans les élections, interférence électorale, bref, ce que vous voulez. Vous vous souvenez? Et à chaque fois, il venait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour dire à tout le monde, c'est de cela qu'il s'agit. Quand il passait ce message, interférence électorale sur son compte Trouve Social, c'était pour vous dire que, de par son décret 13848, cela n'allait pas servir Joe Biden parce que ce décret concernait justement la fraude. Et qu'en aucun cas, cela pouvait être bénéfique à Joe Biden. Et ça n'allait pas bénéficier tous ceux, toutes celles qui font partie du marais, que sont les Hilaritos Clintonos, les Barakis Obama et Joe Biden, toutes leurs cliques. It would not benefit Joe Biden whatsoever for him, if he was real, to extend that national emergency. Mais ce même Joe Biden a étendu, prolongé, a fait une extension de ce décret qui le condamne lui-même. Et il l'a récemment prolongé, lui, Joe Biden, au mois de septembre 2023 dernier. Il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, c'était la deuxième fois. Executive Order 13848 specifically says in it, although no foreign power has altered the outcome or vote tabulation in any... Et le décret, justement, 13848 dit que tous ceux, toutes celles, qu'aucune nation étrangère ne doit s'ingérer dans une affaire d'élection nationale. United States election. All right? It specifically null and voids my vote, your vote. Et à cause de cela, cela annule complètement l'élection. Boum! Cela annule l'élection. Et c'est la raison pour laquelle les militaires ont pris le contrôle. Ceci est énorme, ce qu'il est en train de résumer. Ce monsieur que vous écoutez a été reçu à Mar-a-Lago par Donald Trump parce qu'il avait commencé, cet ancien militaire, à expliquer ceci à tout le monde. Pas de guerre civile. Il a rappelé quelque chose que je vais vous rappeler ici. En ce moment, vous savez, le marais est profond. Il y a beaucoup de traîtres. Beaucoup de patriotes changent de visage. Ils sont en train de dire, prenons les armes. Vous voyez pas, on nous trompe. Prenez les armes. Ils veulent causer une guerre civile. C'est soit une guerre mondiale, soit aller attaquer des nations qui se défendent, telles que le Yémen. Bref, ils veulent que la guerre. Ok, un instant. Ils veulent la guerre. Donc, il faut faire attention également aux traîtres ici, à l'intérieur des États-Unis, au sein de la communauté de patriotes. Très important. The states vote, and also January the 6th.
and it says in any United States election. It doesn't say one or two. It says in any United States election that none of these has happened. Okay? It didn't say domestic, though, which is the deep state, the swamp, the rhinos, the dinos. All right? The swamp. Et le décret parle de l'État profond, justement. Tous ceux qui ont participé à l'acte de haute trahison contre les États-Unis. They're draining the swamp. Right? That Ils sont donc en train de nettoyer le marais. was not just some rah-rah little slogan that Donald Trump came up with. Ce n'est pas juste par hasard que Donald Trump lui-même vous dit « je nettoie le marais ». Il a utilisé le terme « drain the swamp ». Ce n'est pas par hasard qu'il vous le dit. Then you got to understand what that means, though. Vous devez comprendre ce que cela signifie également. And look at this, how brilliant it is. Donald John Trump signed this on September the 12th, 2018. Donald Trump a signé le décret le 12 septembre 2018. Donald Trump a signé ce décret le 12 septembre 2018. That's 2 months before any election under Donald John Trump. Et ça, c'était 2 mois, 2 ans, pratiquement avant toute élection sous Donald Trump. Comment pouvait-il le savoir à l'avance? 2 years before the presidential election C'est 2 ans avant l'élection de 2020, il a signé le décret. 2020. That means the only evidence that they would have had of voter fraud on any level Parce qu'il devait attraper les voleurs, was 2016 ceux qui manipulent les élections. and prior. But this has everything to do with the Dominion systems, the swamp and the deep state, who add votes and delete votes. All right? Once you get that, it's going to click. The key line in Executive Order 13848 says, although no foreign power has altered the outcome or vote tabulation in any United States election. All right? That means my vote and your vote, meaning alter the outcome, or vote tabulation cancels out January the 6th. January 6th was a perfect setup by the military. When you understand we're under a continuity government, which is outlined in federal continuity directives, starting January 6th. Alors, le 6 janvier, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 était une opération militaire. Ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 était une opération militaire. 2017, and it tells you inside of it to start with that one, and anything before that is canceled. And the most recent Donc, tout ce qui se passe après cette date est annulé. Toutes les décisions donc de la corporation étaient annulées parce que les militaires ont pris le contrôle. issue was April 2023, and inside of it it says consistent with Executive Order 13961, which is Donald Trump's order from December 7, 2020, which is a federal mission resilience strategy. It shows you we're under a cog. All right? Alors, je vais continuer ceci une autre fois, ok? Je vais continuer ceci une autre fois. Ok, je vais continuer ceci une autre fois. Alors, finissons rapidement. Ça fait quoi? 80 minutes, ok, parce qu'on va pas faire, je vais pas faire 2 heures de temps, c'est clair? 2 heures au moins. Dans cette conversation aujourd'hui, c'est vendredi. J'espère que vous allez bien. Ok? Alors, cette vidéo-là, au fait, je pense que, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, peut-être qu'on allait un peu trop loin. Je sais pas, peut-être qu'il faudra que j'enlève cette vidéo de... il faut que je réfléchisse. Parce que là, je vois déjà des choses bizarres sur YouTube. Alors, pas grave. Alors, les États-Unis et le Royaume-Uni ont attaqué le Yémen, selon l'agence de presse russe, pour détourner l'attention de la guerre à Gaza, sur Gaza. Le ministère, pardon, c'est la déclaration du ministère syrien des Affaires étrangères. Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, cette attaque des États-Unis et du Royaume-Uni constitue une tentative désespérée qui vise à permettre à Israël d'échapper à ses responsabilités pour les crimes de guerre qu'il a commis contre le peuple palestinien. Alors, c'est ce que déclare, ok, c'est cet article qui a été également rapporté par l'agence de presse russe. Donc, pour eux, c'est une distraction. Alors, revenons à quelque chose d'intéressant ici. Il y a la déclaration également pour
ce dossier du Yémen. Il y a Loukachenko de la Biélorussie qui dit, à la suite de l'attaque de l'Angleterre et des États-Unis contre le Yémen, il déclare que le monde est à l'aube d'événements grandioses pour l'année 2024 et que l'année 2024 sera turbulente. C'est ce que déclare Loukachenko. Pensez-vous que ce soit le cas? Cette année 2024 est encore plus intéressante, et déjà tellement intéressante. Loukachenko, le dirigeant biélorusse, a souligné les tentatives persistantes des USA de gouverner le monde, tel qu'il était après l'effondrement de l'Union soviétique. Très intéressant. Très intéressant. Melstar, tu dis Momo Juan, j'ai déjà parlé de Juan. Melstar, j'ai déjà parlé de Juan. Ça concerne ce qu'il a dit que j'ai déjà clarifié. J'ai déjà parlé de Juan. Aujourd'hui, ce n'est pas un Juan 7 que nous faisons, ok? Ce n'est pas un Juan 7. Love you, Melstars. C'est une conversation où je partage pas mal d'informations, ok? C'est vendredi, relax, dans la cuisine, hein, dans la cuisine. Je suis dans la cuisine, là, ok? Ouh. Alors, le dirigeant biélorusse, je l'ai répété, a souligné les tentatives persistantes des États-Unis de gouverner le monde tel qu'il était après l'effondrement de l'Union soviétique. Et je pense que je suis d'accord avec lui. Parce qu'encore une fois, la branche exécutive de Washington est complètement exposée. Alors, résumons un tout petit peu. Article de l'agence de presse russe que je vais vous lire, que je trouve très intéressant. Un instant, est-ce que mon ordinateur a encore assez de batterie? Oui, c'est bon. Pas mal. Alors, quelques informations de l'agence de presse russe. Aujourd'hui, 12 janvier 2024. L'agence de presse russe TASS publie cet article qui dit que la Syrie condamne l'agression américano-britannique contre le Yémen, qui constitue une menace pour la sécurité et la stabilité dans la région de la mer Rouge. C'est ce qu'a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères. Les frappes aériennes contre le Yémen ont été menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne afin de détourner l'attention du monde de la guerre barbare dans la bande de Gaza. Ces tentatives désespérées visent à permettre à Israël d'échapper à ses responsabilités. Le ministre syrien des Affaires étrangères donc estime que l'attaque contre le Yémen confirme que les États-Unis sont un partenaire des agresseurs israéliens. Ok, patience, parce que les Israéliens eux-mêmes sont manipulés par l'État profond qui est en Israël, ok? Et que les représentants de l'administration américaine agissent comme les avocats des autorités d'occupation ignorant le droit international et les massacres brutaux de civils à Gaza. À cet égard, indique le communiqué, le gouvernement syrien salue l'initiative de l'Afrique du Sud, qui a intenté une action, le sait tous, en justice contre Israël pour violation de la Convention sur le génocide devant la Cour internationale de justice des Nations Unies à La Haye. Il s'agit d'une étape très importante, étant donné qu'Israël doit être, selon cet article, je lis, puni pour ses crimes contre le peuple palestinien qui durent depuis 75 ans. Souligne le ministre syrien des Affaires étrangères. Je ne fais que lire l'article de l'agence de presse russe. Je n'ai rien contre mes frères et braves sœurs israéliens. Je lis cet article. Le 12 janvier, les militaires américains et britanniques ont donc mené des frappes aériennes, navales et sous-marines contre des cibles du mouvement Ansar Allah Houthis dans plusieurs villes yéménites, dont Sanaa et Hodeida. Joe Biden a déclaré que cette frappe était une réponse à ce qu'il a décrit comme des attaques sans précédent des Yéménites dans la mer Rouge et qu'elle était purement défensive. Mensonge. Les cibles comprenaient des sites de missiles et des emplacements des installations de drones et des radars des Houthis. Suite donc à l'escalade du conflit palestino-israélien dans la bande de Gaza, les Houthis yéménites ont déclaré
qu'il frapperait le territoire israélien et qu'il ne permettrait pas aux navires, voici le problème clé, il ne permettrait pas, eux, les résistants du Yémen, ne permettraient pas aux navires associés de traverser les eaux de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, tant que l'opération durerait dans l'enclave palestinienne qui d'ailleurs se sont poursuivis. Donc c'est une contre-attaque. Le commandement central de l'armée américaine estime que les Houthis du Yémen ont attaqué plus de 20 navires et navires civils en mer Rouge depuis la mi-novembre. Alors, que se passe-t-il en réalité? Je pense que cet article de l'agence de presse russe résume le tout. C'est une guerre économique. C'est une guerre économique. Du coup, le Yémen maintenant est un problème. Ce n'est pas nouveau. Ok? Alors, je vais vous montrer cette carte. Cette carte importante. Dans cette zone se passe cette guerre. Excusez la présentation archaïque. C'est pas ça le plus important. Alors, vous voyez tous cette carte, n'est-ce pas? Voici, ça c'est la bande avec les tirets rouges. C'est la mer Rouge. C'est une guerre économique, c'est une guerre commerciale parce qu'ils ont des problèmes à acheminer. Maintenant, eux, les corporations qui financent ces guerres, leurs marchandises dans cette bande. Parce que là, regardez, là on a l'Arabie Saoudite, juste en dessous, on a le Yémen, n'est-ce pas? Et là, on a le golfe de Aden. Et toujours sur cette carte, au-dessus, on a l'Irak, on a l'Iran, sur le nord-est, là-bas, on a le Pakistan au nord-est. Et maintenant, là où c'est en gris, on voit quoi? Le golfe, comment ça dit? Persian Gulf en français, le golfe persan, c'est ça en français? Ok? Bref, alors, oublions tout ça. Venons à la mer Méditerranéenne ici, où il y a le canal de Suez, avec l'Égypte. Dans cette zone du canal de Suez, où se fait ce commerce indispensable, ce trafic de navires, cette circulation de navires indispensable au commerce de ces corporations qui financent ces guerres. C'est ce problème-là qu'ils ont. Leurs déplacements et mouvements sont compromis par qui? Par les soi-disant Houthis, les résistants du Yémen qui contre-attaquent, qui maintenant, eux, ont la capacité de contre-attaquer parce que cette nation, juste au-dessus du Yémen, l'Arabie Saoudite, a été nettoyée. Parce que cette Arabie Saoudite, vous savez, c'est quoi? C'est là que résidait la branche, l'une des branches du triangle sataniste, l'arbre des Saouds, les Saouds. Persique, Chris Veneux, merci. Persique, merci. Donc, n'oubliez pas que 17 avait dit que cela était très symbolique. Le nettoyage de la branche des Saouds. Voilà pourquoi ils ont remis le sabre à Donald Trump. Ok? Le nettoyage de l'Arabie Saoudite a pu permettre à ce Yémen de se libérer, comme la Corée du Nord qui était sous l'emprise de la CIA. C'est la même chose partout, c'est un nettoyage mondial. Ils sont en train de perdre le contrôle, le pouvoir partout. Très important, ok? Alors, vous savez, les tirets rouges, c'est qui? Ceux qui se plaignent des bombardements. Ça, c'est en rouge. Ce sont les forces qui sont installées là-bas. Les forces, les mercenaires, le complexe militaire industriel, la bande rouge. Et c'est ce que, dans cet article, ils appellent CTF 153, en rouge. En rouge, ça c'est la mer Rouge, mais les lignes rouges représentent les différentes forces de ce complexe militaire industriel qui, en fait, tous participent à ce génocide sur Gaza.
Donc, maintenant que la branche des Saouds a été nettoyée, bien que ce soit loin d'être parfait en Arabie Saoudite, parce que ceux-là font souvent un double jeu, le Yémen, non seulement est renforcé et soutenu par beaucoup de résistants dans cette zone, qui sont pour la cause du peuple palestinien, où il y a également des infiltrés, c'est très complexe. Les États-Unis activent leurs mercenaires pour contre-attaquer parce qu'ils perdent le contrôle. Et d'ailleurs, cet article ici confirme ceci, et je vais vous le lire. Compte tenu de l'attention renouvelée accordée au gouvernement de facto du Yémen, selon eux, dirigé par Ansar Allah et ses forces armées, il est temps d'aller au-delà de la caractérisation simpliste et dédaigneuse des Houthis du Yémen comme étant simplement un groupe rebelle ou un acteur non étatique, car le peuple est derrière eux. Alors, depuis le début de la guerre qui a été menée par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen et contre Ansar Allah en 2015, le mouvement de résistance yéménite s'est transformé en une formidable force militaire qui a non seulement humilié l'Arabie Saoudite, mais qui défie également désormais les actions génocidaires d'Israël à Gaza ainsi que le pouvoir supérieur. La puissance de feu et les ressources de la marine américaine sur la voie navigable la plus importante du monde. En voici les conséquences économiques de ces opérations navales du Yémen. En réponse donc aux violences sans précédent qu'Israël a déclenchées à Gaza, tuant plus de 20 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, les forces armées du Yémen dirigées par Ansar Allah ont annoncé le 14 novembre leur intention de cibler tout navire lié à Israël passant par le détroit stratégique de Bab al-Mandab dans la région, mer Rouge. Cette voie navigable cruciale qui sert de porte d'entrée au canal de Suez, par lequel transitent chaque jour environ 10% du commerce mondial et 8,8 millions de barils de pétrole. Voici le problème. Le complexe militaire industriel est compromis. Eux qui font les embargos sur Gaza, il y a un embargo sur eux. Vous voyez, on simplifie l'affaire. Ce n'est pas une guerre mondiale. Ils n'ont rien pu faire en Ukraine. Les Russes tiennent le bon bout du côté de l'Ukraine avec Vladimir Poutine qui nettoie l'Ukraine. Il y a des navires maintenant qui se dirigent vers Taïwan. Il y a les Chinois à Cuba. On sait que Xi et Vladimir Poutine collaborent. Ils ont dit qu'il y aura des changements de plus de 100 ans. Ils n'ont plus ce pouvoir qu'ils avaient, ce contrôle qu'ils avaient. Donc, c'est une attaque pour faire croire qu'ils ont un contrôle quelconque. Non, c'est une contre-attaque. Alors, le 9 décembre, donc, Ansar Allah a annoncé qu'elle étendait encore ses opérations pour cibler tout navire en mer Rouge en route vers Israël, quelle que soit son origine, sa nationalité. Si Gaza ne reçoit pas la nourriture et les médicaments dont elle a besoin, tous les navires dans la mer Rouge à destination des ports israéliens, quelle que soit leur nationalité, deviendront une cible pour nos forces armées, a déclaré un porte-parole des forces armées d'Ansar Allah dans un communiqué. À ce jour, Ansar Allah a réussi à cibler 9 navires à l'aide de drones et de missiles et a réussi à s'emparer d'un navire affilié à Israël en mer Rouge, selon ses déclarations officielles. Ces opérations ont incité les plus grandes compagnies maritimes internationales, dont CMA, CGM et MSC, ainsi que les géants pétroliers BP et Evergreen, à réacheminer leurs navires à destination de l'Europe autour de la Corne de l'Afrique, ajoutant ainsi 13 000 kilomètres et des coûts de carburant importants au voyage. C'est ce qui les emmerde en ce moment. Comme Kira le dit, retour à l'expéditeur, retour. Alors, est-ce que maintenant, il n'y a pas une contre-attaque également concernant le trafic humain parce qu'on parle d'Evergreen? Donc, c'est la justice qui se fait. Les Russes observent aujourd'hui, ce n'est plus cette histoire d'aller attaquer et puis vous vous faites passer pour les victimes. C'est terminé.
Donc leur trafic est interrompu. Alors, les perturbations dans la mer Rouge sapent directement un élément clé de la stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche pour 2022, 2023 et au-delà, qui déclare sans équivoque que les États-Unis ne permettront à aucune nation de compromettre la liberté de navigation dans les voies navigables du Moyen-Orient, y compris le détroit d'Ormuz et la mer Rouge Bab al-Mandeb. Le 18 décembre, en réponse aux opérations de Sanaa, le secrétaire d'État américain à la Défense, qui est malade, qui a des problèmes de prostate, Lloyd Austin, qui n'a pas communiqué pendant une semaine avec Joe Biden, a déclaré la création d'une coalition navale baptisée Opération Prosperity Guardian avec une vingtaine de pays appelés à contrer les attaques yéménites et à assurer le passage en toute sécurité des navires à travers la mer Rouge. Le secrétaire à la défense américaine, le ministre de la Défense américaine, le malade Lloyd Austin, qui, encore une fois, n'a pas communiqué avec Joe Biden pendant une semaine, qui a disparu de la circulation, a annoncé que la nouvelle coalition maritime comprendrait, entre autres, la Grande-Bretagne, le Canada, comme d'habitude, la France, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas, les Seychelles et Bahreïn. Et ce sont tous ces pays-là qui sont entre le canal de Suez et l'entrée de Bab al-Mandab. Voici tout le problème qui se passe là-bas. Leur commerce, leur trafic est interrompu. Attaque et contre-attaque. L'Arabie Saoudite, les Saouds ont été nettoyés. Si cela n'avait pas été fait, le Yémen, qui est soutenu également par l'Iran, il ne faut pas l'oublier, et par plusieurs branches même au sein du Liban, où il y a des patriotes, luttent contre toutes ces nations, Canada, France, leur coalition de l'OTAN, qui sont dans cette zone. Donc, ils sont peut-être même pris au piège. Parce que l'Égypte, également, n'est pas pour leur folie, qui a décidé de rejoindre les BRICS. Donc, ils sont compromis un tout petit peu. Bref. Le Yémen, donc, attend la création de la coalition la plus sataniste de l'histoire pour s'engager dans la bataille la plus sacrée de l'histoire. Pour eux, c'est une bataille sacrée, disent les Yéménites en ce moment. Ok? En ce qui les concerne, les Américains sont embarrassés. Peu de temps après l'annonce de la coalition des soi-disant alliés aux États-Unis, les principaux alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont décliné leur participation. Boum! L'Arabie Saoudite et l'Égypte ont décliné de participer à toute attaque contre le Yémen. N'est-ce pas que ceci indique que nous en sommes à une époque, à une étape assez importante de cette opération militaire mondiale? Non mais sérieux, s'ils étaient au contrôle, si l'Arabie Saoudite était toujours sous leur contrôle, vous pensez qu'ils allaient dire non aux États-Unis? N'est-ce pas que c'était sous l'impulsion de la branche des Saouds que les Yéménites souffraient? Les Yéménites sont libérés. La Corée du Nord est libérée. Donc, moi, je ne suis pas pour ceux qui appellent « c'est fini, c'est terminé, là on est foutu ». J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je ne dis pas que rien ne se passe. Je ne vois pas de guerre mondiale. Je vois des attaques et des contre-attaques où il y a des observations. Mais ils n'ont plus affaire à des Yéménites faibles. Ils ont également du backup. Ce n'est plus le Yémen d'avant. C'est une coalition. Plus loin, donc, je reviens. L'embarras est clair pour les Américains en ce moment. Et tous les conseillers de la Maison-Blanche. Car
leurs alliés principaux, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont décliné leur participation. Les alliés européens, le Danemark, la Hollande et la Norvège ont fourni un soutien minimal, n'envoyant qu'une poignée d'officiers de marine. Le Danemark, il y a eu récemment la démission d'une soi-disant reine. Donc le Danemark dit on va juste faire le minimum. La Hollande et la Norvège disent qu'ils ne peuvent apporter qu'un soutien minimal. La France a accepté de participer, mais a refusé de déployer des navires supplémentaires dans la région ou d'y placer son navire existant sous commandement américain. Boum! Alors ceci est important. La France a accepté de participer, mais a refusé de déployer des navires supplémentaires dans la région ou d'y placer son navire existant sous commandement américain. Que se passe-t-il? La France n'est plus avec Joe Biden? Je pense que tout le monde tire des leçons de la guerre en Ukraine. C'est pas bon de soutenir Joe Biden. Donc tout le monde se détache de Joe Biden. Que se passe-t-il en France? Je dis que c'est bizarre. Donc la France recule. Elle dit non, non, non. Pas de navire sous commandement américain. Donc c'est bizarre. L'Italie et l'Espagne ont réfuté les allégations de leur participation. L'Italie et l'Espagne ont réfuté les allégations de leur participation et 8 pays sont restés anonymes, jetant le doute sur leur existence. Joe Biden est seul. Le complexe militaire industriel est cloué. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus dur pour eux. Ça ne ressemble pas à une guerre mondiale pour moi. Ça ressemble à la grande correction. Ils n'ont rien pu faire en Ukraine, ils vont faire quoi là-bas? Alors, Ansarallah a donc détruit un autre pilier de la stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche, qui cherche à promouvoir l'intégration régionale en établissant des liens politiques, économiques et sécuritaires entre et parmi les partenaires américains, notamment par le biais de structures de défense aérienne et maritime intégrées. Donc, la branche exécutive, pour revenir à ce que je disais plus haut au début de cette vidéo, la branche exécutive est exposée avec ses mercenaires, avec ses agents dans les agences fédérales, la CIA, le FBI et leurs collaborateurs dans les autres agences, services de renseignement des autres pays. Ils sont tous exposés dans leur stratégie maintenant connue, dévoilée à l'humanité, d'attaquer toujours et de se faire passer pour des victimes, d'agresser toujours et de se faire passer pour des victimes, pour soi-disant protéger la démocratie ou le commerce international ou la circulation des biens. Non, de leurs biens, de leur trafic, de leurs navires. Et maintenant que des nations telles que l'Arabie Saoudite, où il y avait la branche des Saouds, ne veut pas coopérer avec eux, bref, il y a juste un rééquilibre qui se fait. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais plus de peur que de mal, et je vais vous dire au revoir. Opération militaire. Ouf. Oui, tu as raison dans les commentaires, pendant que le père du chasseur est maintenant chassé. Tellement de choses. Ok, je n'avais pas prévu aller si loin, ok. Au fait, ceci est un article. Ok, il faut rendre à celui qui a écrit cet article ce qui lui est dû, le nom de la personne brillante qui a écrit cet article que je viens de lire, ok. Il ne vient pas de moi, c'est important, il s'appelle William Van Wagenen. Il s'appelle William Van
ou Stéphane William Van Wagenen. OK? Et le titre de l'article, c'est « Comment est-ce que le Yémen est en train de bloquer l'hégémonie de l'Ouest en Asie ?» Donc, c'est l'hégémonie de l'Ouest qui est en train d'être bloquée. I love you. Bye-bye. Le smoothie.